Margot Citruc, bonjour. Bienvenue dans Bonjour. ce numéro 3 des Global Trends opérationnels. Pour rappel, les Global Trends Net Explo, c'est une année de captation internationale menée par Marcus Godard, qui sont ensuite rassemblés dans une grande tendance annuelle qui s'appelle cette année The New Now. Et chaque mois, en fait, à partir de cette grande tendance annuelle qui est vraiment pour la vision et l'inspiration internationale, eh bien, nous choisissons un des sujets. Donc là, par exemple, page 47 de ce livre, c'est le sujet du wellness que nous allons examiner aujourd'hui plus en détail. Donc vous êtes notre première invitée sur ce thème du wellness au sens très large. Donc vous êtes CEO et cofondatrice de Deep Belief. Alors quel est le concept de votre start-up? Oui, bonjour Sylvain. Deep Belief, c'est du développement personnel. C'est une application d'auto-hypnose qui permet de résoudre les problèmes de confiance en soi et notamment de ce qu'on appelle les croyances limitantes pour mieux atteindre ses objectifs de vie. Voilà, donc les croyances limitantes, je précise un peu ce que c'est pour les personnes qui n'auraient jamais entendu ce mot. Ce sont un peu tous les blocages inconscients, les peurs inconscientes, parfois irrationnelles qu'on a et qui peuvent nous maintenir dans des situations qui ne nous conviennent plus et voilà, sur lesquelles on souhaiterait avancer. Mhm. Et donc, Deep Belief, c'est une application d'auto-hypnose sous forme d'une routine audio qui a été conçue par un ensemble d'experts en hypnose et neurosciences. Et ce sont des séances de 7 minutes à écouter le soir avant de dormir. Et progressivement, ça va vous permettre de déloger ces fameuses croyances limitantes, de retrouver un état d'esprit confiant et positif et de mieux atteindre vos objectifs. Et pourquoi avant de dormir? Pourquoi avant de dormir? Parce que c'est un moment où le niveau de conscience se modifie un peu, où on rentre dans un meilleur état de relaxation qui va être plus propice pour recevoir justement ce qu'on appelle les suggestions positives. Voilà, donc parce que le principe de l'auto-hypnose, c'est ça, c'est vraiment d'aller suggérer à l'inconscient des changements profonds, durables et positifs pour débloquer, pour déverrouiller une situation. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 exemples de problèmes pris en charge par cette application? Oui, bien sûr. Alors c'est utile pour toute personne qui souhaiterait justement sortir d'une situation qui ne lui convient plus. Vous savez, parfois dans la vie, on peut avoir le sentiment qu'on a des difficultés à avancer sur quelque chose, qu'on est dans des schémas un peu répétitifs. Voilà. Et souvent, quand on est dans cette situation, c'est que derrière, il y a cette fameuse croyance limitante qui s'exprime, vous savez, cette espèce de petite voix intérieure et parfois très inconsciente aussi, qui peut remonter à très loin. Ça vient de l'enfance, de l'éducation, d'expériences qu'on a pu avoir qui ont pu être traumatiques et qui ont créé ces croyances limitantes. Et cette petite voix donc, qui va nous dire tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas le faire, tu ne vas pas y arriver. Et donc ce sont des vrais freins psychologiques qu'on peut enlever en fait. On peut vraiment l'enlever via l'auto-hypnose et très concrètement, ça peut être utile pour une personne qui aurait du mal à se mettre au sport, par exemple, parce qu'elle pense qu'elle manque de volonté ou qu'elle repousse toujours. Ça pourrait être pour une personne qui enchaîne les échecs dans ses relations amoureuses, parce que aussi quand il y a des schémas répétitifs, en général, c'est qu'il y a une croyance limitante qui est là et qui s'exprime. C'est ce que je disais, ça peut être dans le monde du travail, pour une personne qui aurait du mal à demander une augmentation, à sortir d'un travail qui ne lui convient pas, ça peut être... Donc dans tous les champs de la vie, dans finalement. tous les champs de la vie, Amoureux, voilà. professionnel, Exactement. sportif. Dès qu'on a Exactement. un objectif à se fixer, dont C'est on ça. s'estime incapable en fait. C'est ça, Pas à la hauteur. l'auto-hypnose va permettre d'aller déverrouiller des capacités qu'on a à l'intérieur de soi et de regagner cet état d'esprit confiant et positif. Très bien. Alors, est-ce que les femmes et les hommes sont égaux face aux croyances limitantes? Alors, est-ce que les femmes et les hommes sont égaux face aux croyances limitantes? Il faut savoir que déjà, tout le monde a des croyances. C'est vraiment c'est notre façon subjective à chacun de voir le monde, de l'interpréter. Et donc, tout le monde a des croyances. C'est inhérent au système cognitif. Voilà, ça vient de notre éducation, comme je disais, de nos apprentissages passés. Après, les croyances limitantes aussi, tout le monde va en avoir à certains endroits de la vie ou même selon certaines périodes de la vie. Ça devient problématique quand justement ça devient un handicap, quand ça devient un frein à l'épanouissement, quand ça nous empêche d'aller au bout de nos objectifs, de devenir la personne qu'on a envie de devenir, d'accomplir les choses qu'on a envie d'accomplir. Et c'est vrai que dans cette perspective-là, généralement les femmes, c'est vrai, ont peut-être plus de croyances limitantes dans le sens où elles vont avoir tendance généralement à
à se mettre plus la pression, à plus douter d'elles-mêmes, de leurs compétences, de leurs capacités. Elles vont moins oser y aller, prendre beaucoup de risques. Elles ont souvent besoin de se sentir vraiment parfaites pour oser entreprendre quelque chose, dans n'importe quel champ de la vie d'ailleurs. Mais c'est souvent, on parle souvent dans le travail des croyances limitantes des femmes. C'est vrai que peut-être moins que les hommes, elles vont oser aller demander des augmentations, demander des promotions, monter une boîte si elles en ont envie. Donc dans cette perspective-là, oui, les femmes ont peut-être plus de croyances limitantes que les hommes. Alors, l'auto-hypnose touche à l'inconscient. Donc, est-ce que ça ne fait pas un petit peu peur? Est-ce que ça n'est pas un frein finalement à l'utilisation de votre application? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce fantasme autour de l'hypnose et donc de l'auto-hypnose. On imagine une expérience un peu comme dans les films, quelque chose où on perdrait le contrôle et tout. Pas du tout, il faut être rassuré là-dessus. L'auto-hypnose, c'est vraiment une technique qui est scientifiquement prouvée, qui est efficace et finalement qui est assez simple pour aller se reconnecter à soi, à ses objectifs et déverrouiller ce que je disais, ces fameuses ressources qu'on a tous au fond de nous, ces capacités enfouies, pour atteindre nos objectifs. Et donc, c'est une technique très pragmatique qui permet de s'auto-suggérer des changements positifs. Et c'est, quelque part, ça ressemble un peu à la méditation, à la différence qu'on pratique l'auto-hypnose pour dénouer une situation spécifique, avec un objectif spécifique. Ça vient résoudre, voilà ce que je disais, des problèmes d'ordre comportementaux, cognitifs ou émotionnels spécifiques. Et ça s'apprend, c'est une pratique qui s'apprend. Après, sur Deep Belief, en l'occurrence, il n'y a pas d'effort particulier à faire parce que les séances, elles ont été conçues justement pour que tout soit guidé, pour amener l'esprit au bon endroit, pour aider la personne, l'accompagner dans ce cheminement vers ses objectifs. Mais faut être rassuré, l'auto-hypnose, faut démythifier l'auto-hypnose. C'est une pratique finalement très simple et accessible. Très bien. Donc vous parliez de méditation. À la fin de cette émission, nous aurons une méditation en live avec Masha, professeure de yoga, donc, qui pendant quelques minutes nous offrira cette méditation. Alors vous parliez de bien-être mental. Nous allons accueillir Brigitte Tito, qui a conçu un robot du quotidien pour prendre soin de son corps. Donc Brigitte Tito, vous êtes CEO et fondatrice de Family Self-Care. Alors quel est le concept de votre start-up? Bonjour Sylvain, il faut savoir qu'aujourd'hui un Français sur 3 recourt aux médecines naturelles parce qu'il pense consommer trop de médicaments. Aujourd'hui, 14 millions de flacons d'huile essentielle sont vendus par an en France. Mais la médecine aromatique par les plantes, elle n'est pas anodine, elle est très compliquée d'usage et la majorité des Français a encore besoin de comprendre un peu mieux. Donc chez Family Self-Care, ce que l'on veut, c'est rendre accessible à tous la santé naturelle. D'accord. C'est body and mind, hein, le corps et l'esprit. Et on veut la rendre accessible, mais surtout sécurisée, avec une technologie de pointe. C'est pour ça que nous avons développé un robot. Oui, c'est vraiment une machine, c'est vraiment un petit robot que l'on a à la maison, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est un robot pour la maison qui a un design qui est fait pour être justement présent dans les salons, qui se montre, parce que ce qui est important, c'est qu'il soit utilisé, et il est connecté à une application mobile qui vous guide et qui vous aide à distribuer, à recevoir des doses calibrées d'huile essentielle pour plein d'utilisations, en beauté, en santé, en bien-être, en vitalité. Donc c'est très précis et c'est surtout économique parce que c'est fait à partir d'une seule cartouche longue durée qui contient 8 huiles essentielles sélectionnées par nos experts aromathérapeutes, médecins et pharmaciens. Donc c'est économique, c'est sécurisé et c'est pour un grand nombre d'utilisation. Donc c'est vraiment un objet connecté en fait, ce qui pose la question de l'objet connecté dans notre quotidien. Donc comment ce robot-là s'intègre dans le quotidien finalement, d'une famille ou d'un lieu? Le critère clé, c'est l'expérience utilisateur. Il faut qu'il y ait du plaisir, il faut qu'il y ait de l'immédiateté, il faut que ce soit simple, et il faut qu'il y ait une multifonctionnalité. Imaginez, il y a beaucoup d'inventions qui se font, d'objets connectés.
Si vous avez à la maison, vous devez avoir 100 objets connectés, pour chacun une fonctionnalité. Autant on peut avoir beaucoup d'applications sur son téléphone, son smartphone, autant une maison, un appartement, c'est quand même un espace limité. Et donc, avec le Self-Care One, notre robot, nous développons de plus en plus de programmes. Pour l'instant, nous avons 50 programmes et nous voyons qu'il y a une utilisation qui va jusque 20 fois par semaine. Donc, le robot est utile. En 150 millisecondes, vous avez votre dose. La dose arrive en un clic. Donc, tout est dans l'immédiateté, la simplicité. Il y a bien sûr l'effet économique, mais aussi le plaisir, parce que son design, comme je le disais, permet de le mettre dans un salon pour un usage de toute la famille, voire des amis, voire dans un bureau. Oui, et la dose dont vous parlez, c'est important de préciser qu'elle peut être soit avalée, soit inhalée, soit posée sur la peau, selon les maux ou les troubles, finalement, avec lesquels on briefe le robot. Donc, est-ce que vous avez des exemples de maux soulagés par votre robot, très concrètement? Alors, vous avez les problèmes musculaires après le sport, voire avant le sport. Vous avez le stress, vous avez les irritations de la peau, parce qu'il y a toute une série d'applications topiques, donc pour les problèmes de peau, de cheveux. Vous avez aussi les problèmes de concentration. Vous devez avoir un meeting et vous êtes très pressé, vous n'avez pas le temps de faire... Vous n'avez pas le temps de faire de la méditation, j'allais dire. Vous avez une petite dose d'huile essentielle et ça vous permet de vous déstresser. Donc, ce sont des formules qui tiennent compte de la dilution nécessaire, de votre profil, de mode d'application. Vous les avez cités. Donc, il y a vraiment toute une complexité de critères et ce n'est pas simplement des recettes, c'est justement toute cette complexité d'usage et de personnalisation qui est prise en compte par le robot et son application mobile. Très bien. Donc là, nous sommes encore au mois d'août, donc bientôt la rentrée de septembre avec des nouveaux modes de travail qui vont être inventés entre présentiel, visio, hybride, enfin, chacun va un peu réinventer les choses en cette matière-là. Donc en quoi votre robot peut-il favoriser cette rentrée un petit peu étrange et qui peut être perturbante? Donc la concentration, éventuellement, vous Tout à disiez, fait, c'est ça? tout à la concentration, c'est surtout que c'est une réponse immédiate au bureau ou à la maison, si on travaille chez soi ou au bureau, une réponse immédiate à tout ce qui peut arriver dans la journée. Oui, parce que la même les machine peut être moustiques. installée dans un bureau, évidemment. Tout à fait, C'est puisque pas seulement, voilà, elle est personnel. multi-utilisateur et avec l'application mobile et votre profil, la machine vous reconnaît. Elle vous dit d'ailleurs bonjour Sylvain si vous vous connectez à la machine, ou bonjour Margot, et elle reconnaît votre profil et en 150 millisecondes. Donc j'insiste vraiment sur la Oui, c'est vraiment rapidité, puisque impressionnant. c'est une technologie vraiment qu'on appelle deep tech, ce qui pourtant est parfois un peu pas compris parce que les huiles essentielles sont associées à quelque chose de plus traditionnel. Mais c'est là justement l'intérêt de notre start-up, c'est de rendre accessible cette médecine un peu plus traditionnelle, alternative, avec une technologie de haut niveau. De haut niveau, oui. Très bien. Alors je me demandais si finalement votre start-up n'a pas l'effet contraire en déchargeant la responsabilité personnelle sur une machine finalement. Alors, c'est un peu l'inverse, parce que la machine est au service de notre bien-être, autant au niveau du ce qu'on appelle peace of mind, la paix de l'esprit, elle est là quand même rassurante parce qu'elle existe et quand votre dose coule, vous avez un son qui rassure, parce que vous savez que vous avez la bonne dose, vous visualisez, mais justement l'application vous permet de valider ce que vous recevez et elle éclaire sur le pourquoi des huiles et leurs bénéfices. Donc vous savez pourquoi vous prenez cette formule et vous devez la valider. Donc vous avez tout ce qui est spécifique à ce que vous recevez et ça tient compte de vos indications et de vos préférences. Donc c'est rassurant et c'est surtout vous restez responsable de ce que vous prenez. C'est assez responsabilisant. Justement, vous avez le contrôle de ce que vous prenez et vous savez ce qui se trouve dans cette cartouche, vous savez d'où ça vient. Ce sont des ingrédients purs bio. Et donc il y a une forme de peace of mind par le contrôle de ce que vous recevez, l'immédiateté et le fait que ce soit des microdoses, donc il n'y a pas un mésusage. Très bien. Est-ce que Margot, vous avez une question peut-être pour Brigitte ou un commentaire sur cette innovation? Je trouve ça super intéressant. Je me suis posé une question en vous écoutant.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le robot reconnaît le profil? En fait, concrètement, qu'est-ce que ça signifie le profil? Ok. Alors, l'application Selfcare One, qui est tout à fait chargeable, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger. Donc, le Selfcare One vous demande, lorsque vous inscrivez, votre profil, donc vous rentrez vos données, est-ce que vous avez des contre-indications? Par exemple, les femmes enceintes ont clairement des contre-indications. Si vous avez un enfant, en fonction de son âge, vous n'aurez pas les mêmes dilutions, les mêmes applications. Et vous pouvez aussi avoir des préférences pour certains programmes. Si vous préférez le mode du massage plutôt que l'inhalation, si vous êtes au bureau ou dans la rue, vous avez un petit coup de stress et vous avez emmené votre petite dose parce que vous avez des petits flacons, l'inhalation sera plus simple. Donc l'application reconnaît votre profil et quand vous connectez à la machine, si c'est vous, il vous dira bonjour Margot. Si c'est votre enfant, par votre application, parce que voilà, il reconnaîtra l'enfant ou vos maris ou vos proches ou vos amis. Donc le robot est extrêmement intelligent parce qu'il reconnaît vos données, il reconnaît les données de la cartouche, parce qu'on va développer des cartouches à thème, et donc il ne va vous délivrer que ce qui est personnalisé à votre profil. Ok, d'accord, super. Très bien, merci beaucoup Brigitte Tito, et donc une prochaine fois, et merci encore. Au revoir. Donc Margot, nous allons accueillir maintenant Pierre-Étienne Bidon, qui est CEO de Moka.care et qui lui s'intéresse au travail, au bien-être au travail. Donc bonjour Pierre-Étienne. Bonjour. Bienvenue. Donc vous êtes cofondateur chez Moka.care. Alors quel est le concept de cette start-up? Chez Moka, on accompagne toutes les entreprises qui le souhaitent sur les thématiques de santé mentale en entreprise. Concrètement, on permet aux collaborateurs qui le souhaitent de bénéficier de sessions individuelles et collectives de thérapie et de coaching. Et c'est augmenté en fait par toute une partie de contenus et de programmes digitaux qui leur permettent de prendre soin de soi entre les séances. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 60 entreprises en France et en Europe. Et vraiment, on se voit comme le partenaire des équipes RH sur toutes les thématiques de santé mentale pour les aider à agir et aller beaucoup plus loin que la prise de pouls. Très bien. Donc là, on l'a vu, donc on est encore en août et c'est bientôt la rentrée de septembre. Donc la rentrée s'annonce particulière parce qu'évidemment sous des modes encore inédits. Donc en quoi Moka peut aider peut-être les fonctions RH ou participer à accompagner les collaborateurs qui reviendraient au bureau présentiel ou en mode hybride après une si longue période d'éloignement et donc forcément des perturbations peut-être psychologiques à craindre? Je pense qu'il y a une vraie contradiction dans les injonctions qu'on peut avoir en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a une grosse excitation, il va y avoir la rentrée, les vacances, etc. Et il y a aussi peut-être une certaine incertitude autour du contexte. Je pense que la pandémie qu'on a vécue a quand même créé un réel changement et qu'il y aura un avant et un après. Et pour moi, tout l'enjeu aujourd'hui, justement, ça va être de prendre la parole sur ce sujet, de ne pas faire comme s'il n'existait pas. Et c'est là où en fait le fait d'agir concrètement sur les thématiques de santé mentale va être extrêmement important. Et comment on peut le faire? Vraiment pour moi la première chose à faire, c'est de prendre la parole tout simplement sur le sujet, d'en parler en interne, de le partager, de comprendre les thématiques qui sont sensibles pour ses collaborateurs et ensuite de proposer des moyens d'action en toute confidentialité. D'accord. Oui, la confidentialité, l'anonymat, c'est un point clé de Moka, si j'ai bien compris. Complètement. En fait, c'est un point clé parce qu'on adresse à la fois des thématiques professionnelles comme personnelles et du coup, il faut nécessairement se dire je suis dans un environnement où je peux parler des sujets qui sont importants pour moi en toute confidentialité, sans avoir peur d'être jugé par mon entreprise, par je ne sais qui dans mon entourage. Donc c'est vraiment important effectivement qu'il y ait une intimité la plus totale. Alors justement, je me demandais si en passant par cette plateforme, c'est pas un petit peu un problème parce que vous déchargez l'entreprise de toute responsabilité, non? Je ne sais pas si la question a été posée pour ça, mais en fait c'est exactement le contraire. D'accord. C'est-à-dire que on se positionne vraiment comme le partenaire des équipes RH, des managers. Notre ambition et notre objectif, c'est vraiment pas de remplacer le rôle du RH ou du manager comme un interlocuteur de proximité qui va toujours avoir cette relation très privilégiée dans les équipes et ça va être la première personne à qui on va venir parler en cas de besoin. La seule chose, c'est qu'en fait, on va nous renforcer cette relation. Et comment on le fait? En fait, déjà, premièrement, je pense qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels les équipes RH et les managers sont démunis. Soit parce qu'on n'est pas suffisamment formé, soit parce qu'on n'est pas suffisamment cadré, soit parce qu'encore c'est des thématiques personnelles dont on n'a pas envie de parler. La deuxième chose, c'est qu'on va vraiment se positionner encore sur le renforcement de cette relation en permettant à toutes les équipes RH qui le souhaitent de prendre la parole sur le sujet et d'en faire un réel pilier de politique RH. Et ça, c'est vachement important pour nous dans le sens
où en fait ça va les rendre vraiment acteurs du sujet et pas, entre guillemets, de bénéficier d'un prestataire externe simplement. Très bien, ouais, c'est très intéressant. Est-ce que Margot, vous avez une question pour Pierre-Étienne ? Oui, je me suis demandé si, avec le télétravail, forcément, j'imagine que ça crée des changements dans votre activité. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quels sont les nouveaux enjeux de santé mentale liés au télétravail, tout simplement. Ouais, c'est une super question parce qu'il y a énormément d'enjeux autour du télétravail. Le télétravail, premièrement, a complètement changé la façon dont on voyait notre équilibre entre vie pro et vie perso. Il n'y a plus de rupture physique, tout simplement, entre le moment où je partais du bureau et où je revenais à la maison. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait d'être confronté à des écrans de façon beaucoup plus régulière dans la journée et avec des temps d'exposition aux écrans qui sont énormes. Ça a des conséquences neurologiques qui sont assez importantes, notamment sur tout ce qui est neurotransmetteurs et hormones, donc qui vont avoir un impact sur la santé mentale. Et la troisième chose sur le télétravail, c'est que ça pousse complètement, dans le cadre de l'entreprise, à repenser les modes de communication. Parce qu'on n'est plus face à face, donc c'est comment on se voit, est-ce qu'on fait des meetings tous ensemble, etc. Et donc vraiment l'impact, nous on le pense pas comme grave, loin de là, mais juste comme à réinventer et se dire comment on va pouvoir trouver de nouvelles solutions en prenant en compte ces différents critères qu'on a vus. Ok, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup Pierre-Étienne, merci Margot. Merci. Donc là nous allons voir à présent l'extrait des Global Trends annuels qui a été tourné à l'UNESCO, consacré au thème d'aujourd'hui, au wellness. Merci beaucoup. Merci. Merci. Un assistant santé par exemple, un coach santé, avec Bisou Body Coach qui est composé d'un bâton d'analyse, d'un lecteur Super Design d'ailleurs, et puis d'une app. Avec une simple analyse d'urine, vous avez un diagnostic ultra précis de tout votre état corporel. Un diagnostic de santé, des encouragements et puis des conseils de coaching sur votre profil sportif et votre alimentation. Alors il faut voir l'IA comme un coach personnel. Dans le domaine parental aussi, l'assistant infini peut devenir un assistant parental avec cette innovation qui est une veilleuse intelligente qui permet de gérer votre bébé. En fait, elle a été nourrie par les cris de 150 000 bébés dans 150 pays différents. Et donc elle va traduire les pleurs de votre bébé, qui ne parle pas encore parce qu'il a 2 ou 3 mois, en « j'ai faim, j'ai soif, je veux jouer, j'ai sommeil, j'ai mal au ventre ». C'est une IA aussi qui gère le sommeil de votre bébé, qui va endormir votre bébé et le réveiller après avoir analysé son cycle de sommeil. Oui, chacun décidera, mais peut-être que le contact humain est encore important. Alors quelle place les algorithmes peuvent-ils prendre dans cette préparation ? Avec un brief précis, des contrôles permanents et un point d'arrivée bien mesuré, les algorithmes sont très précieux. Par exemple, des chercheurs du MIT ont créé une application capable de détecter le Covid à partir du son d'une simple toux avec une précision de 98%. Il faut donc coupler l'outil puissant qu'est l'IA avec l'action humaine. Exactement, en créant des postes de Chief Health Officer par exemple. Et puis il faut faire confiance à la créativité humaine. La tech frugale peut faire des merveilles. 5 étudiants, par exemple, ont créé des lunettes d'autodiagnostic imprimables en 3D pour 21 €. Ces lunettes permettent à des patients chez eux de donner leur data concernant leur santé à des infirmières, ce qui fait qu'une seule infirmière peut surveiller, peut checker 100 patients à la fois. Alors imaginons que le Big Data ait pu modéliser toutes les conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Est-ce que l'on aurait pu prendre une longueur d'avance ? Alors pas sûr du tout. Et c'est le paradoxe de la prévision. Car en transformant l'incertitude en prévision, eh bien on baisse la garde. On manque de capacité d'improvisation et de réactivité. C'est le confort trompeur de la prévision. Et à présent, nous allons voir comment la tech prend soin de nous sur tous les continents avec Marcus, donc Marcus Godard, VP Intelligence chez NetExplo, en charge de la captation internationale, avec donc quelques innovations dénichées sur tous les continents. Absolument. En fait, j'ai voulu faire un tour du monde de l'innovation dans le wellness, dans le bien-être. Je me suis rendu compte que c'est un domaine extrêmement vaste, qui est aussi à la convergence de beaucoup de technologies, c'est-à-dire de la neuroscience
de l'Internet des objets et de la robotique. Donc le sujet est tellement vaste et c'est un marché en croissance, c'est un périmètre aussi qui est en croissance parce qu'on voit des concepts de wellness qui s'appliquent à de plus en plus de domaines et aussi, ce qui est très important, là on vient de le voir avec Pierre-Étienne, qui rentre dans l'entreprise. Donc je me suis dit que l'idée de la méditation était une bonne façon d'illustrer cette tendance et après on va avoir droit à une vraie séance de méditation avec une professionnelle. Mais l'un des buts de la méditation, c'est peut-être être en pleine conscience. C'est donc le mindfulness, comme on dit surtout aux États-Unis. C'est aussi le fait d'être dans le présent. Ça, c'est l'un des thématiques donc, de The New Now, les tendances NetExplo 2021. Et c'est quelque chose qu'on a vu émerger de façon encore plus forte pendant les derniers confinements. Les confinements étaient une aubaine pour les applis de méditation et de wellness. Celle qui c'est sans doute le plus vendue dans le monde s'appelle Calm. Ça vient des États-Unis. On a tendance à penser que la méditation c'est quelque chose de personnel, c'est peut-être une activité un peu niche, même s'il y a des millions d'adeptes. Mais cette appli de méditation et de bien-être mental est valorisée entre 1 et 2 milliards de dollars. Il y a 4 millions d'abonnés mensuels. Et donc je l'ai un peu testé, c'est très compréhensif. C'est-à-dire, ça comprend énormément de contenu, c'est assez impressionnant, c'est un peu comme une Netflix de la détente ou du bien-être mental. Il y a des histoires pour s'endormir, il y a des séances de méditation, des leçons de méditation. Et ils ont une très bonne idée, ils ont sponsorisé sur CNN, la chaîne Info, les résultats des élections américaines en 2020. Parce qu'ils se sont dit, bah, beaucoup de monde va être un peu stressé, c'est un bon moment pour télécharger une application de méditation. Bien vu. Voilà, donc je pense que c'est très astucieux de la part de Calm. Maintenant, ils essaient de cibler le marché de l'entreprise, mais on voit que ce genre d'application, on en trouve partout dans le monde. Calm a aussi investi dans une appli en Chine qui s'appelle Ease, qui est un peu la version localisée de Calm. À noter que c'est créé par un banquier, pas par un adepte, il est peut-être adepte du yoga, mais pas un professionnel donc du yoga ou de la méditation. L'approche est similaire. Ease se concentre surtout sur la gestion des émotions, la gestion du stress. Ça cible surtout un marché d'adolescents, avec un adolescent chinois sur 4 qui aurait qui aurait eu un état dépressif en 2020. C'est aussi intéressant de noter qu'il y a quand même des spécificités locales. Par exemple, il y a tout un chapitre sur comment gérer des relations familiales complexes et éviter le stress dans le contexte familial. Donc je leur souhaite bon courage pour ça. Donc on s'est dit que la méditation, ça nous apporte la sérénité dans un monde compétitif, que ça n'a rien à voir avec le monde du business. Oui, c'est ça, c'est vraiment la méditation à l'opposé de la compétitivité au sein d'une entreprise en fait. C'est exactement ce que je me suis dit et ensuite je suis tombé sur le concept des battles de méditation. Alors, c'est pas une surprise, ça vient des États-Unis, il y a même quelque chose qui s'appelle Meditation Deathmatch et c'est rendu possible par des wearables, des objets connectés, en l'occurrence des serre-têtes assez bon marché qui captent les ondes cérébrales et qui peuvent reconnaître au moins 4 types d'ondes différentes. Donc pour cette bataille de méditation, l'idée c'est d'être le plus détendu possible avec le plus en plus de stimulus de bruit et de lumière autour. Donc là sur la photo on voit les deux combattants en méditation, c'est ça hein. Et voilà, et donc et on voit même à l'écran et on voit leur score. Parce que c'est basé sur l'augmentation de certaines ondes et la réduction d'autres ondes pour indiquer que la personne est de plus en plus détendue. Ce qui, en fait, ça montre quand même une base scientifique de la méditation parce que les bienfaits en toute l'action peut être mesurés grâce à ça. Mais tout à l'heure, on aura droit à une séance avec une vraie professeure de la méditation. Ça va être autre chose. Tout ça pour dire que le bien-être sur le monde du travail, c'est un marché absolument énorme. Là, des études américaines prédisent un marché de presque 100 milliards de dollars d'ici 2028, sachant que certains aspects en Europe seraient plutôt pris en charge par l'État, mais ça concerne surtout donc la forme physique, la lutte contre le tabagisme, le dépistage de certaines maladies, mais même le régime alimentaire, l'obésité et la gestion du stress. À noter qu'à l'université de Stanford, l'université très prestigieuse à côté de la Silicon Valley,
il y a un diplôme de Chief Wellness Officer. C'est vraiment un poste qui existe dans certaines entreprises. Donc le directeur du bien-être des salariés, c'est pas abstrait, c'est quelque chose qui peut avoir un vrai impact sur la rentabilité. Donc ça pourrait être un bon partenaire pour vous, Pierre-Étienne, évidemment, avec Moka. Ah oui, tout à fait. Oui, je pense que ça va beaucoup plus loin que le sujet du happiness. Ça va aussi, même on le voit dans les entreprises américaines comme Delta, maintenant il y a des Chief Health Officers, donc qui sont au niveau du board, au niveau du directeur financier, etc. Et qui ont pour seul rôle, entre guillemets, de prendre soin de la santé physique et mentale des collaborateurs. Donc pour moi, ça va vraiment, enfin c'est une réelle tendance qui va beaucoup plus loin que le happiness seulement. Ouais, ça va beaucoup plus loin, je suis tout à fait d'accord. Et on trouve partout, on trouve même dans les entrepôts. Parce que chez Amazon, ils ont créé Amazon. Certains critiques ont dit que ça ressemble à un cercueil, ce qui est assez injuste parce que c'est quand même vertical, donc ça ressemble plus à une cabine photo. Mais des wellness chambers, c'est-à-dire si on est trop stressé par le travail, on peut s'isoler dans cette cabine. Il y a de la musique, de l'ambiance sonore, il y a des guides à la méditation, mais bien sûr ça peut susciter certaines critiques et on peut se poser la question, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de rendre le travail un petit peu moins stressant déjà et traiter le problème à l'amont? Ouais, je pense que c'est un constat qui est extrêmement intéressant parce que vraiment, nous, le sujet sur lequel on essaye de travailler le plus possible, c'est comment en amont on peut améliorer l'organisation plutôt qu'en aval, arriver en mettant des espèces de chambres, cabines téléphoniques, parce que les salariés sont trop stressés. Surtout parce que le principe du wellness, c'est d'être proactif sur son bien-être et pas ne pas subir. Alors, vous vous souvenez peut-être que le mois dernier, dans notre mensuel, on parlait des jeux. Et je disais que presque toute activité humaine peut être augmentée par le mécanisme des jeux, c'est-à-dire le gamification. J'ai vu une start-up aux États-Unis qui s'appelle Sonic Boom qui essaie d'appliquer ça au monde du travail. Ils lancent des challenges, des défis et des récompenses pour favoriser le comportement sain, même sur le plan alimentaire des salariés, mais aussi même un challenge, celui qui dort le mieux dans la semaine à un certain nombre de points, celui qui pratique la méditation, ou même ceux qui font du bénévolat, ça peut rapporter des points. Et il y a aussi une plateforme de récompense, mais cette start-up prétend que si ces activités sont bien conçues, si c'est assez engageant, si c'est assez attractif pour les salariés, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent en les récompensant, c'est juste assez gratifiant de savoir qu'on a mieux dormi que ses collègues. Donc c'est la gamification du bien-être. C'est la gamification du bien-être, on peut tout gamifier, on l'avait dit en 2014, My Life in Data, on peut quasiment tout mesurer, au moins c'est ça la supposition de la Silicon Valley, et on voit grâce à ça aussi la personnalisation. Sylvain, dans ton extrait tout à l'heure où tu parlais des temps nous appliqués au bien-être, tu as cité cette innovation qui vient du Japon, qui s'appelle Bizoo, qui utilise une technologie assez de pointe, assez scientifique, basée sur l'analyse d'urine, avec un petit labo on a chip, donc un petit labo électronique à la maison où on peut proposer des conseils personnalisés sur l'alimentation et l'exercice et la forme physique de toute la famille. Et puisque leur device est extrêmement facile à utiliser, on peut même le mettre dans des couches pour bébé. Donc on peut mesurer la forme, le wellness du bébé, et on peut aussi le mettre dans la laitière pour chat, pour mesurer le bien-être du chat. À un moment donné, pour le chien, il faut peut-être l'attacher à un lampadaire, ça va être plus compliqué. Mais donc le wellness pour toute la famille, ça comprend même la famille à quatre pattes. Donc on voit que c'est un concept qui a tendance à s'agrandir, à engloutir beaucoup de domaines. Et pour finir, on peut même parler de relationship wellness. Là, ça nous vient de la Suède. C'est donc une application pour mieux communiquer, mieux gérer ses émotions et même mieux exprimer ses émotions grâce à un micro-journal partagé dans un couple. Et on peut exprimer ses sentiments pour l'autre personne dans le couple grâce à un GIF. Est-ce que c'est un progrès? Ça, je vous laisse décider. Mais on peut même imaginer ça appliqué dans l'entreprise. Est-ce que dans une équipe, on ne va pas finir par avoir du coaching pour des bonnes relations entre les membres de l'équipe et une bonne communication et des ondes positives au sein de l'équipe. Donc, parce que le but du wellness dans l'entreprise, il ne faut pas l'oublier, l'un des buts principaux en tout cas, c'est la rentabilité, parce qu'un salarié qui est bien dans sa peau est typiquement plus productif. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que des applications destinées au monde personnel trouvent leur débouché très naturellement dans le monde professionnel et de plus en plus. Absolument, on a vu ça depuis la création de NetExplo. On se balade tous dans notre poche avec un smartphone qui est extrêmement puissante et on n'a pas toujours les mêmes facilités dans le monde du travail, et les innovations ont tendance à commencer chez le consommateur et parfois trouver leur business model, leur rentabilité dans l'entreprise par la suite.
Très bien, merci beaucoup. Pour ce numéro sur le wellness, merci beaucoup Marcus et Pierre-Étienne. Donc le prochain numéro des tendances opérationnelles il sortira en septembre et il sera consacré à l'égalité et l'équité entre les genres. Donc maintenant, pour terminer ce numéro spécial été sur le wellness, nous allons avoir une méditation live avec Masha Begunova, qui est professeure de yoga. Donc restez avec nous, préparez-vous, nous allons baisser la lumière et puis tous ensemble participer à cette méditation. Et quel que soit votre été, on vous souhaite un très bon été. Merci beaucoup. Donc, installez-vous confortablement. La colonne vertébrale est lancée et s'érige de manière nette vers le ciel. Le sternum qui monte, le menton est légèrement incliné vers l'avant pour bien étirer les vertèbres cervicales. Ici, je vous invite à prendre une longue et profonde inspiration par les deux narines. À l'expiration, imaginez que vous fermez les yeux à nouveau. Observez comme les paupières s'alourdissent de plus en plus. Juste constatez comme les paupières s'alourdissent de plus en plus. On va commencer par observer le souffle. La respiration libre, légère, sans contrôle. Laissez le souffle exister comme il l'entend. Pensez sans y penser. Contemplez. Seulement respirer, tout simplement de pouvoir apprécier le geste de l'inspire. Appréciez le geste de l'expire, observez tout votre corps qui respire. Directement, on se connecte à la fraîcheur de l'inspiration. La fraîcheur de l'inspiration dans les narines, dans l'espace sous les narines, juste au-dessus de la lèvre supérieure. On se connecte à la tiédeur qui se répand sur l'expiration. Observez les mouvements de l'air sur la peau, la fraîcheur de l'air sur la peau. Le toucher de vos vêtements contre votre peau, le confort de vos vêtements contre votre peau. Observez l'air en contact direct avec votre peau. La manière dont ce même air prend la place dans votre corps au niveau de la cage thoracique. La cage thoracique contenant le cœur. Essayez de vous rapprocher des battements de votre cœur. Écoutez les battements de votre cœur, le cœur qui bat. Dans quelques instants, vous allez laisser votre conscience voyager. Amenez votre attention, votre conscience, votre imagination sur les différents sons que vous pouvez apercevoir dans cette pièce. Questionnez l'origine de ces sons, le son de ma voix, le son de votre respiration, peut-être d'autres sons. Laissez la conscience voyager de son en son, la conscience qui voyage de son en son. Essayez de capter les moments de silence entre les sons. Le silence qui encadre les sons. Écoutez le silence. Quelque chose d'indicible, quelque chose d'invisible qui vous parle. Écoutez le silence à l'intérieur de vous. Le silence à l'intérieur de votre corps. Tout le corps vibre de silence. Puis
Laissez la conscience voyager à l'extérieur de cette pièce. Écoutez les sons à l'extérieur. Écoutez les sons dans l'immeuble. Écoutez les sons dans la rue. Dans la ville. Vous savez, comme les sons à l'extérieur, les sons à l'extérieur, les sons à l'intérieur coexistent au même moment. Puis disparaissent à l'arrière-plan. Amenez votre attention sur le seul son de ma voix à présent. À présent, laissez ma voix vous guider, laissez ma voix déposer un peu de douceur au niveau du pouce droit. Visualisez mentalement le pouce droit. Ou répétez mentalement le pouce droit. L'index droit. Le majeur droit. L'annulaire droit. L'auriculaire droit. L'attention, la conscience à l'intérieur de la paume de main droite. Visualisez mentalement l'intérieur de la paume de main droite. Visualisez le dos de la main droite. Le poignet de la main droite. La conscience au niveau du coude droit. L'épaule droite. L'aisselle droite. Côté droit de la poitrine. Les côtes. La hanche droite. La cuisse droite. Le genou droit. L'arrière du genou droit. Le tibia droit. Le mollet droit. La plante du pied droit. L'avant du pied droit. Les orteils du pied droit, tout le côté droit, détendu complètement. L'énergie pure et lumineuse se répand dans tout le côté droit. Observez ça. Attention, la conscience quitte le côté droit pour venir se loger, se poser, se déposer sur tout le côté gauche. Au niveau du pouce gauche. Visualisez mentalement le pouce gauche. Répétez mentalement le pouce gauche. L'index gauche. Le majeur gauche. L'annulaire gauche. L'auriculaire gauche. La paume de la main gauche. Visualisez l'intérieur de la paume de main gauche. Le dos de la main gauche. Le poignet de la main gauche. La sensation remonte au niveau du cou gauche. L'épaule gauche. Côté gauche de la poitrine. Les côtes. La hanche. La cuisse gauche. Le genou gauche. L'arrière du genou gauche. Le tibia gauche. Le mollet gauche. La plante du pied gauche. L'avant du pied gauche. Les orteils du pied gauche, tout le côté gauche détendu. L'énergie pure et lumineuse se répand dans tout le côté gauche. La conscience continue de voyager au gré de ma voix et vient se loger sur tout le dos, le bas du dos. Relâchez le bas du dos est complètement relâché.
le milieu du dos. Relâchez le milieu du dos, relâchez le haut du dos. Le haut du dos est complètement relâché, l'omoplate droite. L'omoplate gauche. La nuque. L'arrière du crâne. La conscience au sommet du crâne. Au niveau du front, relâchez les muscles du front, sourcil droit. Sourcil gauche. L'œil droit. L'œil gauche. La narine droite. La narine gauche. Le nez. Le bout du nez. La lèvre supérieure. La lèvre inférieure. Le menton. Le cou. La gorge, l'espace de la gorge. L'espace entre les deux clavicules. Le centre de la poitrine. Le nombril. L'abdomen. Le bassin. Tout le corps détendu complètement. Observez que vous plongez de plus en plus dans votre espace intérieur. Vous plongez dans l'être. Dans cet espace suspendu où vous êtes en lien direct avec votre essence. Les pensées ralentissent. Vous êtes détendu, immobile, chaque parcelle. Chaque cellule de votre corps respire la sérénité et l'apaisement. Tout ce qui se passe autour de vous n'a plus d'importance. Le monde autour de vous se dissout dans ce calme. Laissez-le filer. Laissez filer vos pensées, vos émotions. Laissez filer les mots et les images. Vous pouvez les observer comme un simple témoin sans jugement. À présent, je vous invite à amener votre attention, votre conscience au niveau du point entre les deux sourcils. Chidacache, cet écran mental derrière les paupières closes. Cet espace de guérison où vous êtes en lien direct avec votre essence dans cet espace. Je vous invite à visualiser une lumière dorée. Une douce lumière dorée tissée de légèreté et de pureté. Observez cette lumière qui danse, qui virevolte, qui vibre au niveau du point entre les deux sourcils. Son rayonnement augmente de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Laissez la lumière circuler, voyager dans tout le corps. Laissez la lumière entourer votre corps comme une aura. La douce lumière dorée qui entoure votre corps comme une aura. Laissez la lumière pénétrer tous les espaces qui ont besoin de guérison, tous les espaces qui ont besoin de douceur. Et si ces espaces étaient une occasion pour se donner un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de compassion, laissez la lumière pénétrer ces espaces. Laissez la lumière pénétrer l'espace de votre cœur, adoucir, apaiser là où c'est nécessaire. Tout le corps vibre de lumière. Observez ça. Observez cet espace qui s'ouvre devant vous. Ce vide lumineux tissé de légèreté et de pureté. Progressivement, commencez à amplifier le souffle. Inspirez un petit peu plus profondément. Et expirez complètement. Encore une fois, on inspire pleinement. On expire complètement. Et cette fois-ci, avec une rétention, vous inspirez. Marquez une pause. Inspirez un petit peu plus. 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 Et expirez toute la fatigue, toutes les tensions.
Encore une fois, inspirez. Kumbhaka, rétention poumon plein. Inspirez plus, plus, plus. Expirez. Dernière fois, on inspire pleinement. Inspirez l'énergie. Kumbhaka. Inspirez plus, plus, plus. À l'expiration, l'énergie se diffuse dans tout le corps. Observez ça. Prenez une longue et profonde inspiration. Expirez, puis ouvrez les yeux à l'inspiration. Merci beaucoup.